Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre exclusive avec l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor au gouvernement du Canada. Merci d'être présent en grand nombre en ce jeudi ensoleillé. Mon nom est Gopinath Jaya Balaratnam. Je suis analyste principal des politiques dans l'équipe de Montréal de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Aujourd'hui, je suis accompagné par mon collègue Jasmin Guénette, qui est vice-président aux Affaires nationales et qui est dans l'équipe nationale à Ottawa. D'abord, avant de commencer, quelques instructions. Je vous rappelle d'emblée que cette présentation est enregistrée et qu'également la vidéo se retrouvera sur notre page YouTube à la fin et qu'elle vous sera envoyée par courriel. Vous pourrez également télécharger cette présentation PowerPoint. Il y aura possibilité de poser des questions directement sur Zoom. Vous verrez en bas un bouton Q&A, questions-réponses, où vous pourriez écrire vos questions. Soit des questions précises concernant votre entreprise qui seront répondues par notre collègue conseiller aux entreprises François Xavier, ou des questions que vous voulez adresser directement au ministre. Et donc, on va les poser au ministre directement lorsqu'il se joindra. Il se joindra en fait dans une quinzaine de minutes parce que son agenda est extrêmement occupé, comme vous pouvez vous l'imaginer. Il va se rejoindre vers 10h15 pour vous adresser la parole et répondre à vos questions. D'ici là, on aura quelques informations à vous partager. Si vous voyez que la connexion vacille un peu, c'est un peu normal. On a plusieurs personnes qui sont en télétravail. Internet est très sollicité. Donc, c'est la raison principale pourquoi. Nous, notre engagement à la FCI, vous le savez, nous sommes là depuis tout le début de la crise de la COVID en mars. Nous allons le rester même après parce qu'on sait que la relance sera un long chemin ardu. Donc, vous pouvez compter sur nous, quoi que ce soit, pour quelques questions que ce soit, et nous appeler directement au 1-888-234-2232 ou aller sur notre site web fci.ca/COVID-19. C'est un site web qui est bien garni, qui est bien organisé, qui est mis à jour à chaque fois qu'il y a de la nouvelle information qui sort, tant au niveau provincial, fédéral, mais également municipal. Nous vous invitons donc à le consulter et si les réponses ne sont pas là, à nous appeler. C'est un site web qui est très... derrière qui il y a toute une équipe qui travaille. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous allez le trouver là-dessus, je pense même que ça a été reconnu par divers politiciens publiquement, l'efficacité de notre site web. Je vais laisser la parole à notre collègue Jasmin pour qu'il vous présente cette diapositive. Merci beaucoup, Gopinath. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Très heureux de vous retrouver en si grand nombre aujourd'hui pour ce webinaire avec l'honorable Jean-Yves Duclos. Et comme Gopinath l'a mentionné, bien, le ministre va se joindre à nous là, dans quelques minutes. Mais d'ici là, on va vous présenter certaines informations. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont les résultats du sondage récemment qu'on a fait auprès de vous tous. Et je tiens encore une fois à vous remercier de répondre en si grand nombre à nos sondages que nous vous faisons parvenir au sujet de la COVID-19. Vos réponses nous donnent les munitions, nous donnent les positions à prendre lorsque nous faisons notre travail de représentation auprès des gouvernements. Et vous le voyez, les préoccupations là, que vous avez, à 70 là, beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes sur la COVID-19 et l'impact que ça aura sur l'économie. À ce sujet-là, je tiens à vous dire que le gouvernement Trudeau va présenter un portrait des finances publiques
et de l'économie le 8 juillet prochain à la Chambre des communes, dit-il, pour donner une mise à jour sur l'économie, sur la façon, au fond, que la réponse canadienne peut être comparée par rapport à celle des autres pays et aussi sur ce quoi on peut s'attendre pour l'avenir. Et si je ne me trompe pas, Gopinath, il y aura aussi une présentation ou une mise à jour économique que le gouvernement du Québec fera dans les prochains jours. Exactement. En fait, ça va être pas plus tard que demain, autour de 11 heures, le ministre Girard va présenter de façon exceptionnelle un énoncé économique qui ne contiendra pas, à notre avis, des mesures pour les entrepreneurs ou pour l'économie, mais vraiment une projection de ce que l'économie devrait être en raison de tout le bouleversement qu'on a connu dans les dernières semaines, derniers mois. Surtout l'état du déficit des finances publiques et également comment le gouvernement compte s'y prendre pour résorber ce déficit et atteindre l'équilibre budgétaire, son objectif maintenant qui va être nécessairement revu. Donc oui, ça va se passer demain, puis comme vous pouvez vous en douter, là, on va suivre ça de façon très proche. Évidemment. Une autre préoccupation touche la baisse des dépenses des consommateurs. Il y a 7 PME sur 10 qui sont inquiètes au fond du retour des consommateurs. Comme vous le savez sans doute, là, au Canada, c'est un peu plus de la moitié des PME qui sont complètement ouvertes. Au Québec, le pourcentage d'entreprises qui sont maintenant complètement ouvertes s'élève à 61 %. Mais à l'échelle du pays, c'est seulement 17 % des répondants à notre dernier sondage qui ont indiqué réaliser leur niveau de vente habituel pour cette période-là de l'année. Au Québec, c'est 60 % des PME qui sont ouvertes, seulement 24 % disent faire leur vente habituelle comparativement à l'an passé. Et donc, vraiment, la baisse des dépenses des consommateurs est une inquiétude. Et nous, on milite, on discute, on fait part de vos préoccupations, évidemment, auprès des différents paliers du gouvernement pour assurer qu'on puisse mettre en place des mesures pour atténuer cette inquiétude-là et assurer un retour important des consommateurs au fur et à mesure que l'économie ouvre de nouveau. Un autre enjeu qui vous préoccupe concerne les problèmes de liquidité ou encore l'endettement de l'entreprise. Ça continue de figurer parmi les principales préoccupations de vous, les propriétaires de PME. Et en moyenne, les dettes accumulées s'élèvent à 150 000 $ depuis le début de la crise. C'est un montant très important, alors que la dette médiane, elle, se chiffre à 40 000. Mais ce que ça montre, au fond, ça montre que les enjeux de liquidité, l'endettement de l'entreprise est un enjeu important et est une préoccupation constante pour les chefs d'entreprise. Et tout comme les questions de stress ou des effets sur la santé que peut avoir la crise de la COVID-19. Et à ce sujet-là, je crois, Gopi, que tu souhaites partager certaines informations. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on le comprend, on le voit également dans un nuage de mots que nous avons réussi à générer à partir de vos commentaires, que ce sont des mots qui reviennent souvent, stress, anxiété, inquiétude sur différents niveaux. Là-dessus, je vous rappelle en fait que nous ne prenons pas ce domaine-là à la légère non plus. Nous y travaillons autant que nous travaillons
d'autres sujets plus économiques. Par exemple, il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours par l'opposition à Québec qui porte justement sur un meilleur encadrement, un meilleur outillage pour les entrepreneurs spécifiquement et les agriculteurs en matière de santé mentale. Nous avons publiquement soutenu ce projet de loi-là en disant que le gouvernement devrait l'appeler nous allons continuer à le faire avec la participation des autres associations patronales. Merci beaucoup, Gopinath. Maintenant, peut-être qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Certaines informations qu'on souhaite vous transmettre. On a participé à une consultation avec le ministère des Finances et on a fait part de nos commentaires pour le prolongement de la subvention salariale d'urgence du Canada. Cette consultation-là s'est terminée le 5 juin et parmi nos recommandations, on a mentionné d'abaisser le critère de perte de revenus de 30 %, d'introduire un système à échelon. Et plus précisément, on suggère que toutes les PME aient accès à une subvention salariale de 10 % pour celles qui démontrent une baisse de revenus entre 0 et 5 %, donc pour toutes les entreprises. Et ensuite, un système à échelon pour mettre en place une subvention salariale qui aurait 3 échelons, soit 25 %, 50 % et 75 %. Donc, si ce n'est pas déjà sur notre site Web, toutes nos recommandations dans le cadre de la consultation seront en ligne et vous pourrez les consulter. Selon nos informations, les grandes banques vont être prêtes ce vendredi, tel que prévu, pour offrir la deuxième vague du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Prêt qui sera maintenant disponible pour les entreprises familiales qui privilégient un revenu de dividende plutôt qu'un salaire et celles qui emploient des travailleurs contractuels, en autant qu'elles aient des dépenses admissibles non transférables de 40 000 $. Et donc, c'est une très bonne nouvelle que cette deuxième vague sera disponible dès vendredi. Et concernant l'aide d'urgence au loyer commercial, je vous rappelle que nous, on souhaite permettre aux locataires d'accéder directement à leur part de l'aide par le biais du programme sans que ça dépende, au fond, de la participation des propriétaires. Et parmi nos autres recommandations, on souhaite simplifier la procédure de demande et élargir l'admissibilité au programme sous les 70 % de perte de revenus qui sont actuellement en vigueur, ce qui permettrait à un plus grand nombre, évidemment, de PME de pouvoir accéder à ce programme d'aide-là. Merci, Jasmin. On m'indique que le ministre Duclos s'est joint à nous. Donc, on pourrait effectivement terminer notre présentation puis l'accueillir pour qu'il puisse discuter avec les entrepreneurs. Qu'en dis-tu? Oui, allons-y. C'est une très bonne idée. Peut-être qu'on peut présenter rapidement les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui et présenter le ministre pour que celui-ci puisse nous adresser la parole tout de suite après. Exactement. Donc, on va y aller avec les mesures d'aide aux PME mises en place par le gouvernement fédéral. Ensuite, comment la reprise économique s'annonce. Puis, évidemment, on va prendre en note vos questions et on va les adresser directement au ministre. Nous allons procéder directement. En fait, Jasmin va procéder directement à la présentation du parcours impressionnant du ministre à l'instant. Merci beaucoup, Gopinath. Et on est très heureux d'avoir avec nous l'honorable Jean-Yves Duclos, économiste, professeur et homme politique. Monsieur Duclos a étudié
à l'Université de l'Alberta où il a obtenu son baccalauréat en économie, suivi d'études supérieures et doctorales en économie à la prestigieuse London School of Economics. Il a également enseigné à l'Université Laval, puis a dirigé son département d'économie. Monsieur Duclos a été élu président à l'Association canadienne d'économie et a été reçu en tant que membre de la Société royale du Canada. Monsieur Duclos a été élu pour représenter la circonscription de Québec à la Chambre des communes en 2015, a été nommé au cabinet fédéral à titre de ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social. Il a été réélu en 2019 et assermenté comme président du Conseil du Trésor. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous et je vous invite, M. Duclos, à prendre la parole avant de céder la place à nos membres pour une période de questions-réponses. Hey, merci beaucoup, Jasmin, de cette belle introduction, un peu longue parce que ça m'a fait rendre compte là, que j'étais particulièrement vieux, mais aussi un peu expérimenté. Mais ça m'a fait surtout, réaliser là, tout le travail que vous faites, Jasmin, et la Fédération canadienne des entreprises indépendantes depuis très longtemps, avant certainement mon entrée en politique en 2015. À l'époque, je vous connaissais peu. Mais depuis 2015, je vous connais beaucoup mieux et je peux vous dire tout de suite en partant que vous jouez un rôle essentiel dans le milieu des politiques publiques et politiques plus larges ici à Ottawa et certainement ailleurs au pays et au Québec en particulier. Donc, je voulais vous féliciter. Je sais que Jasmin fait partie d'une très grande équipe, donc ce ne sont pas des félicitations personnelles, mais des félicitations d'équipe à la FCEI. Parce que vous avez une grande responsabilité à remplir et vous la remplissez très bien. Il y a évidemment des occasions où vos commentaires et vos suggestions sont comprises, mais pas toujours mises en application comme vous le souhaiteriez. Mais je peux vous dire que beaucoup de choses que vous dites sont étroitement écoutées et parfois mises en application. Et ça va requérir de votre part donc la continuation de votre capacité de vous engager auprès des acteurs politiques. Bon, on est des acteurs sociaux et politiques, oui, mais on est aussi des acteurs économiques. Et évidemment, c'est le cas de tous vos membres. Alors, je vais passer brièvement en revue le contexte économique et le contexte des mesures que vous connaissez déjà beaucoup. Donc, je vais y aller très rapidement parce que je souhaite là, que le temps qu'on ait ce matin ensemble soit surtout un temps d'échange parce que j'ai beaucoup envie de vous entendre pour bien comprendre comment vous lisez le terrain présentement puis comment vous souhaiteriez que le gouvernement canadien accompagne vos efforts au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, la situation économique, globalement, on la connaît bien. Il y a eu un impact économique majeur de la crise de la COVID-19 à partir du début du mois de mars. On vit présentement la crise économique la plus importante, là, selon la plupart des indicateurs, depuis les années 1920-1930, où on avait la Grande Dépression. Grande Dépression, bien, nos ancêtres l'ont connue. Nous, on l'a à peu près oublié. Mais là, on est en train de vivre avec les pertes substantielles de produits intérieurs bruts, de ventes et d'emplois. On est en train de vivre quelque chose qui ressemble beaucoup à cette Grande Dépression. La différence importante entre la récession qu'on vit maintenant et la Grande Dépression des années 1920-1930, c'est que les gouvernements, et le gouvernement fédéral en particulier, ont compris qu'il fallait intervenir lorsqu'on avait une crise d'une telle ampleur pour éviter qu'une récession profonde comme celle qu'on vit présentement se transforme en dépression comme celle qu'on a vécue il y a à peu près un siècle. Une dépression, c'est une récession qui est particulièrement profonde et surtout particulièrement longue. Et une récession qui est longue, c'est très mauvais pour le tissu économique et en particulier le tissu des petites et moyennes entreprises que l'on a la chance d'avoir au Québec là, par rapport à certaines autres, encore plus que par rapport à certaines autres provinces. Donc, le but du gouvernement fédéral au départ de la crise, c'était essentiellement de protéger ce tissu économique avec 3 mesures
les plus importantes. Il y en a d'autres aussi que vous connaissez, mais je vais me limiter à 3. Il y avait la prestation canadienne d'urgence pour les travailleurs, pour faire en sorte de protéger les travailleurs et leur capacité de joindre les deux bouts. Comme vous le savez, ça a aidé jusqu'à maintenant un total d'environ 8 millions de travailleurs. Il y en a moins maintenant qui reçoivent la prestation. Je reviendrai peut-être dans quelques instants. Mais c'est sûr qu'en l'absence de la prestation canadienne d'urgence, on aurait vécu une immense crise sociale qui a été très dommageable pour l'économie aussi. La deuxième, c'est la subvention salariale d'urgence, dont on parlera, je crois, et j'espère, dans quelques instants. Donc, c'est 75 que reçoivent à peu près 2,7 millions de travailleurs présentement au pays. C'est une subvention qui aide à peu près presque un demi-million d'entreprises à l'échelle du pays. Et la troisième mesure importante, surtout pour les petites entreprises, c'est, comme vous le savez certainement, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. On en est à peu près 670 000 petites entreprises. Beaucoup d'entre elles au Québec, 670 000 petites entreprises qui ont pu aller chercher rapidement, je crois, et efficacement, d'après ce que j'entends, ce prêt d'urgence de 40 000 $ auprès de leur banque ou de leur caisse populaire. Et comme vous le savez probablement, demain, vendredi, il va y avoir une souplesse additionnelle d'accorder à des petites entreprises qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas pu se qualifier. Je vais terminer donc pour dire qu'on n'est pas encore sorti du bois, comme on dit parfois. Il y a encore au Québec, je dirais, à peu près le tiers de la main-d'œuvre qui est sous-employée, donc un sous-emploi d'à peu près le tiers de la main-d'œuvre. Ça vient du fait qu'il y a à peu près à l'échelle du pays 3 millions de gens qui ont perdu leur job. Il y a un autre, je dirais, là, pas loin de 2,2 millions qui ont perdu une bonne partie de leurs heures de travail. En fait, ils travaillent moins que 50 % de leurs heures habituelles. Puis il y en a un autre 1 million à peu près là, qui ont abandonné là, toute recherche d'emploi parce qu'ils sont certains de ne pas pouvoir en trouver un. Donc, beaucoup de gens qui sont sous-employés. Mais heureusement, un déconfinement particulièrement rapide au Québec. C'était le 5 juin dernier, le vendredi 5 juin dernier, Statistique Canada annonçait les résultats de ce qu'on appelle l'enquête sur la population active. L'enquête sur la population active avait en avril indiqué qu'il y avait à peu près un taux de chômage de 17 % au Québec. Ça, c'était le taux de chômage le plus important depuis 1976, depuis donc le moment auquel a commencé à récolter, auquel donc le Statistique Canada a commencé à récolter des statistiques sur le chômage. Donc, ça fait presque 50 ans. Donc, le plus haut taux de chômage depuis 50 ans au Québec, mais aussi le plus haut taux de chômage en avril de toutes les autres provinces. En mai, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en raison du déconfinement plus vite du Québec, il y a 30 % des emplois perdus au Québec qui ont été récupérés, qui ont été recréés en mai. En d'autres mots, entre février et avril, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois au Québec. Il y a 30 % de ces pertes d'emplois qui ont été récupérées entre avril et mai. Et ça, c'est en raison du fait que le Québec s'est déconfiné plus rapidement. Ailleurs au pays, c'est juste 10 % des emplois qui ont été récupérés entre avril et mai. Mais malgré ça, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de secteurs, malheureusement, d'économie qui vont reprendre leurs activités plus rapidement. On doit travailler fort pour accompagner tout le monde, pour faire en sorte que quand on sera sorti de cette crise, bien, on aura maintenu le plus possible le tissu économique et en particulier le tissu des petites entreprises dans la province. Alors, j'arrête là-dessus, Jasmin. J'espère ne pas avoir été trop long parce que je voulais vraiment me limiter à des remarques d'introduction pour pouvoir avoir le maximum de temps pour vous entendre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos commentaires, votre présentation. Et puis, puisque vous souhaitez engager la conversation le plus rapidement possible, allons-y dès maintenant avec une question.
Il y a beaucoup questions, évidemment, des programmes importants que le gouvernement a mis en place, la subvention salariale, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, l'aide au loyer commercial. Et donc, je vais commencer avec une question qui touche la subvention salariale. Hugo Ouellette demande si vous envisagez de prolonger la subvention salariale au-delà du 29 août afin d'aider les entreprises à se remettre de la crise au cours de la prochaine année. Bien, merci beaucoup pour la question, Hugo. La réponse a deux volets. Comme on sait, la subvention est déjà prolongée jusqu'à la fin du mois d'août, donc jusqu'au 29 août. Il y a évidemment la question importante de si elle va être prolongée après le 29 août. Ça, c'est quelque chose dont on discute évidemment beaucoup au sein du gouvernement canadien. Tout aussi importante est la question de comment on va vouloir adapter le prolongement, le cas éventuel, en éventualité où la subvention est prolongée. Comment est-ce qu'on va vouloir adapter la subvention au contexte évolutif de l'économie? Au début, comme on le sait, c'est une subvention qui a été accordée selon des conditions bien précises. Beaucoup d'entreprises en ont profité, mais il y en a un certain nombre qui n'en ont pas profité. On sait que des pertes ont été malheureusement souffertes par plus d'entreprises que celles qui peuvent profiter de la subvention salariale. Puis on sait aussi que le retour au plein emploi et le retour à la pleine activité économique des entreprises va probablement dépendre du travail d'entreprises autres que celles qui sont présentement couvertes par la subvention salariale. Alors, M. Morneau et moi, on en parlait d'ailleurs il y a quelques heures à peine. Là. M. Morneau, en particulier, reçoit avec son cabinet plein de suggestions. Je crois et j'espère, j'en suis presque certain que la FCEI a déjà fait parvenir ces suggestions à M. Morneau pour qu'on puisse en tenir compte pour évaluer à la fois donc, le prolongement, mais aussi les modalités du prolongement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais laisser maintenant Gopinath aussi poser une question d'un membre qui assiste aujourd'hui à ce webinaire. Oui, merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Jasmin. Nous avons ici une question de Richard Desrochers. Richard a une entreprise en démarrage, donc il n'a aucun revenu démontré. Il dit, est-ce qu'on pourrait modifier les programmes de subvention salariale pour inclure ces genres d'entreprises, ces startups-là? Parce qu'on sait que plusieurs vont malheureusement laisser leur vie dans cette pandémie et d'autres vont devoir émerger. Une excellente question. 3 choses ici. La première, c'est qu'il y a, je ne me souviens pas des montants et des dispositions exactes, là, mais il y a une aide qui a été accordée pour les, ça s'appelait, je pense, futurs entrepreneurs, là, spécifiquement pour les startups, qui vont en passant être très importantes pour la reprise économique. Dans une crise comme celle qu'on a vécue, là, on vit un processus de ce qu'on appelle de création destructrice. Malheureusement, des entreprises qui ne passeront pas au travers, généralement des entreprises qui connaissaient déjà des difficultés avant la crise. Et ça va libérer des ressources économiques, humaines et financières pour la création et le développement d'autres entreprises. Dans plusieurs cas, ce sont des petites entreprises, des startups qui vont prendre de l'ampleur rapidement au cours des prochaines années. Mais ça, souvent, ça fonctionne plus vite si le gouvernement canadien en particulier est capable de mettre à la disposition de ces entreprises des modalités financières et autres pour les aider à démarrer. Donc, il y a le futur entrepreneur. Il y a aussi les agences de développement régional au Québec. Ma collègue, Mme Joly, serait la meilleure placée pour vous donner les précisions. Je vais demander à les gens qui qui écoutent, je vais demander de m'assurer que Jasmin et les gens de la FCEI aient tous les détails nécessaires pour ça, pour qu'ils puissent être partagés avec l'ensemble des gens qui nous écoutent. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, la subvention salariale est un outil qui pourrait être mieux adapté au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour appuyer le démarrage de ces nouvelles entreprises qui ont beaucoup d'avenir, en particulier dans un contexte où il y aura des ressources libérées par la crise, beaucoup d'avenir pour nous relancer vers le plein emploi.
Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur le ministre. Il y a quelques questions qui reviennent concernant la PCU ainsi que la PCU étudiante. Des questions qui, au fond, abordent le thème des incitatifs qu'ont les gens pour retourner sur le marché du travail, encourager le retour à l'emploi des travailleurs. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour, au fond, inciter les gens à retourner sur le marché du travail et à laisser la PCU ou la PCU étudiante, évidemment, lorsque ceux-ci ont la santé pour le faire, et le lien que la PCU peut avoir avec la subvention salariale d'urgence, peut-être pour la rendre plus souple pour les prochaines périodes d'admissibilité et ainsi créer un environnement plus propice pour le retour des employés. Bien, c'est une excellente question, Jasmin, puis vous avez couvert à peu près tous les items de la réponse que j'envisageais déjà. Effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte que la subvention salariale, avec les ajustements qui pourraient être apportés, que cette subvention salariale remplace le plus rapidement possible la prestation canadienne d'urgence. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux là, pour renouer et renforcer les liens entre les employeurs et les employés. Ceci étant dit, il y a aussi d'autres mécanismes qu'on utilise pour encourager les gens à prendre un emploi lorsqu'il est raisonnable de le faire. Donc, elle est renouvelée, cette prestation canadienne d'urgence, pour 2 mois, mais dans l'attestation, il va y avoir une attente que les gens acceptent un emploi s'il est raisonnable de le faire. Raisonnable, ça inclut évidemment les cas où, pour des raisons de santé personnelle, ça peut être des gens qui ont des vulnérabilités de santé spécifiques ou pour des cas où les gens ont besoin de rester à la maison pour prendre soin de proches qui sont malades. Donc, des cas où ce ne serait peut-être pas raisonnable de le faire, mais on s'attend à ce que les gens acceptent ces emplois. Il va y avoir une attestation pour que cette attente soit bien comprise. On sait aussi que cette prestation canadienne d'urgence est une prestation temporaire et même s'il y a beaucoup de, je ne dirais pas des anecdotes, mais il y a effectivement des cas, il y en aura toujours, des cas où il y a des gens qui vont préférer rester à la maison plutôt que d'aller travailler. Moi, je vous dis que ce que j'entends en majorité, c'est que lorsque les gens ont un emploi qui leur sont offerts, ils comprennent que c'est dans leur intérêt, pour toutes sortes de raisons, de l'accepter, entre autres parce qu'on n'est pas juste là pour avoir de l'argent, on est aussi là pour s'épanouir dans la vie. Et l'épanouissement passe par le travail, mais aussi parce qu'un emploi qui nous est offert présentement, bien, c'est une chance que l'on a parce que le plein emploi, même si on le veut le plus rapidement possible, il va tarder un bon bout de temps. Donc, les gens, la plupart du temps, comprennent ça. Et sur cette base-là, je crois qu'avec ce qui est en train de se passer au Québec, que le nombre de prestataires de la prestation canadienne d'urgence baisse rapidement, que le chômage baisse aussi rapidement, qu'il y a un déconfinement rapide, que la subvention salariale a de plus en plus d'adhérents, et en plus que si elle est amendée pour être davantage adaptée aux conditions évolutives, bien, elle va être davantage en appui à la création d'emplois. Je pense que dans ce contexte assez large, moi, personnellement, je trouve que l'équilibre entre la prestation, la subvention et les autres mesures est assez bon présentement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je vais laisser mon collègue, encore une fois, Gopinath, vous poser une prochaine question. Merci bien. On va aller avec une question qui porte sur le programme d'aide au loyer. C'est une question qui reflète le cas de plusieurs entrepreneurs avec qui on a eu l'occasion de jaser. D'abord, c'est le cas d'entrepreneurs qui, lorsque le confinement a été annoncé, ont redoublé de créativité pour essayer de faire des affaires de façon qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire. Donc, ils n'ont pas accusé d'une perte importante de 70 %, mais ils arrivent tout proche, ce qui les disqualifie du programme. Donc, j'ai une question de Damien Cussac ici. Il dit « Le critère de base de 70 % de perte de revenus est drastique et n'incite pas à minimiser nos pertes.
nous nous battons comme des fous et sommes à 65% de pertes. Est-ce que je devrais arrêter tout bonnement mes efforts pour la fin du mois de juin pour bénéficier de l'aide qui lui est absolument nécessaire, dit-il? Pouvons-nous avoir de l'aide par palier de perte de revenus? Merci beaucoup. En économie, là, il y a toujours un arbitrage à faire entre ce qu'on appelle les effets de désincitation et les effets fiscaux. Donc, pour toute aide, et c'est vrai certainement pour les aides d'urgence qu'on a mises en place au cours des dernières semaines, il y a souvent des effets d'exclusion, comme on vient de mentionner, qui créent des effets de désincitation, parce que si on est exclu parce qu'on perd 65, on a perdu juste 65 %, mais on peut se dire, bien, je vais m'arranger pour en perdre 70 % pour devenir admissible à la subvention. Donc, ce sont des effets d'exclusion et donc de désincitation qui existent dans tous les programmes d'aide. La raison pour laquelle ces effets existent, c'est pour contrôler l'assiette fiscale, dans un certain sens, la quantité de ressources que le gouvernement est capable de mettre en place pour aider les personnes ou les entreprises, dans ce cas-ci, qui subissent les pertes les plus importantes. Ceci étant dit, c'est un programme d'aide au loyer commercial qui a été développé en collaboration avec les provinces et les territoires. Mais pas juste en collaboration, c'est qu'en principe, le gouvernement canadien ne devrait pas intervenir en matière de loyer et de bail, puisque c'est une juridiction, c'est une responsabilité provinciale. Mais au départ, même si le fédéral doutait de s'il devait vraiment le faire, au départ, on s'est dit, écoutez, on va travailler avec les provinces et les territoires, voir comment on peut les aider à mettre en place un tel programme à l'échelle nationale. Mais quand on parle d'un pays avec 10 provinces et 3 territoires, ce ne sont pas toutes les provinces et tous les territoires qui s'entendent rapidement et uniformément sur tous les paramètres d'un tel programme. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé à un consensus à travers le pays avec ces paramètres de 70 % et d'autres paramètres. Ça fait en sorte que le programme est un programme nécessairement imparfait et incomplet, mais je doute qu'il puisse être possible de faire mieux parce qu'à nouveau, c'est un programme à l'échelle nationale qui requiert la collaboration de toutes les provinces et de tous les territoires. Ceci étant dit, je terminerai en disant que beaucoup de provinces, dont le Québec, ont mis en place des mesures pour interdire l'éviction de locataires et les petits locataires en particulier. Et ça, ces mesures pour interdire l'éviction de locataires, ce sont des mesures qui complètent l'aide fournie par le programme d'appui au loyer commercial. Et par conséquent, c'est quand même un peu rassurant. Mais on continue à suivre la situation étroitement. Et à nouveau, là, on sera très heureux de recevoir des suggestions, des inputs de la FCEI et de pouvoir en tenir compte pour ce qui va suivre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je vais poursuivre avec une question d'une de nos membres, Martha, qui touche également l'aide au loyer. Et elle se demande, elle, si le gouvernement a l'intention de prolonger le programme d'aide au loyer au-delà des 3 mois, des 3 mois, oui, qui sont présentement en vigueur. La réponse est possiblement parce que il y a encore, on sait que ça impacte de manière disproportionnée les petites entreprises dont les frais fixes sont beaucoup autour des loyers commerciaux. On a besoin des petites entreprises au cours des prochains mois pour relancer l'économie à son plein potentiel. Donc, ça fait partie des discussions et par conséquent, la réponse est que possiblement, là, ce n'est pas encore décidé. Merci beaucoup. Je vais laisser mon collègue Gopinath poser la prochaine question. Merci beaucoup. On va continuer ici avec une question de Palmyre Gilles, qui est un entrepreneur dans le secteur touristique et culturel. Il dit nous sommes une entreprise dont à 95 % de nos clients viennent du reste du Canada et des États-Unis. Nous avons eu une réponse du gouvernement provincial pour une aide spécifique, mais pas encore du gouvernement fédéral.
compte tenu que le retour à la normale ne se fera pas avant 12 à 18 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le pipeline? C'est une très bonne question, Palmyre, et je vais inviter mon équipe à s'assurer de vous mettre en contact avec mon collègue Steven Guibault. Steven a annoncé un programme de l'ordre de 500 millions pour un programme d'aide d'urgence pour le milieu des arts et de la culture. On sait très bien que ce milieu a, de manière disproportionnée, subi un impact lourd de la crise. En passant, si je peux ouvrir une parenthèse rapidement, agriculture, hôtellerie, tourisme et d'autres secteurs, là, c'est à peu près en proportion, c'est 2,5 fois de plus de travailleurs de ces secteurs qui ont dû recourir à la prestation canadienne d'urgence que la moyenne nationale. Et ça, ce n'est pas surprenant, c'est parce que les secteurs ont été évidemment frappés de plein fouet par les processus de déconfinement. Donc, il y a ça que je vais demander à mon équipe de faire pour vous connecter. Et de manière plus générale, bien, comme je le disais, il y a la prestation canadienne d'urgence, il y a les subventions salariales d'urgence, il y a pour les petites entreprises culturelles le compte d'urgence pour les entreprises du Canada, il y a le compte l'aide au loyer commercial, comme je mentionnais, les agences de développement régional aussi qui peuvent aider dans les cas où les entreprises et les travailleurs ne sont pas admissibles à ces grands programmes nationaux, donc les agences de développement régional et les SADC aussi, les SADC en milieu plus régional qui peuvent aider à accompagner vos entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On a également un certain nombre de questions sur les propriétaires uniques, les entreprises qui sont enregistrées. Et le grand thème, au fond, des commentaires et des questions qu'on reçoit à ce sujet-là tourne autour de l'aide spécifique qui pourrait être mise en place pour ce type d'entreprise-là qui souvent tombe au fond dans les cracks des programmes qui sont présentement mis en place. Et donc, si vous pouviez dire quelques mots à ce sujet-là. Merci. Bon, en fait, il y a plusieurs mesures, deux universelles, là, donc la prestation canadienne d'urgence. Au début, ceux qui se payaient par dividendes non déterminés n'étaient pas admissibles. Maintenant, tout le monde est admissible. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, les petites entreprises dont les propriétaires se paient par dividendes ou qui ont des employés à contrat, donc qui fonctionnent de manière avec des contracteurs, donc qui ont peu de salaire, mais qui ont quand même des dépenses non transférables réelles. Donc, ces gens-là vont pouvoir recevoir le prêt d'urgence à partir de demain. Et de manière plus générale, à nouveau, pour les entreprises en démarrage ou les entreprises qui n'ont pas normalement accès à la subvention salariale d'urgence, mais ne pas hésiter à se connecter sur l'aide plus ciblée et plus adaptée à ces conditions-là des agences de développement régional. Si vous faites partie du milieu des arts et de la culture, comme je le disais, il y a d'autres choses pour vous accompagner. Si vous êtes dans le milieu agricole, des pêches, il y a aussi d'autres programmes qui peuvent vous aider. Donc, il y a des mesures que j'appellerais universelles, dont on parle surtout dans des contextes universels comme celui d'aujourd'hui, mais vous avez aussi besoin, et mon équipe peut vous accompagner pour vous connecter aux bonnes personnes, vous avez aussi besoin d'être au courant de mesures plus spécifiques, plus ciblées pour ceux qui tombent dans les cracks, là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais laisser la parole à mon collègue Gopinath pour la prochaine question. Merci beaucoup. Poursuivons ici avec une question d'une entrepreneur, Nathalie Saint-Pierre. Elle dit « Compte tenu que la présente crise affecte plus négativement les femmes, du moins selon les données préliminaires des recherches, comment le gouvernement du Canada compte appuyer cette population qui représente plus de 50% des citoyens du Canada? » Merci, Nathalie.
Effectivement, vous avez raison. En fait, la crise est particulièrement difficile pour les femmes, pour les jeunes, pour les travailleurs à plus faible salaire et pour les petites entreprises. Donc, ce sont ou bien des entreprises ou bien des travailleurs qui ont moins accès à des liquidités, qui sont en démarrage, qui n'ont peut-être pas accès là, au même partenariat dans le cas des entreprises que les grandes entreprises ou les plus grandes entreprises. Donc, c'est à la fois des gens et des entreprises plus vulnérables, mais aussi des gens et des entreprises qui font souvent la différence quand on parle de croissance économique. C'est là que, quand on parle de la participation des femmes, c'est particulièrement évident. Au cours des dernières années, il y a 30% au Québec et ailleurs au pays, il y a 30% de la croissance économique qui est entièrement due au fait que les femmes se sont mises à participer davantage au milieu du travail. Donc, c'est pour ça là, que malgré les changements démographiques qu'on connaît au Québec depuis quelques années, c'est pour ça qu'il y a eu une croissance économique substantielle dans les dernières années, c'est que les femmes sont arrivées en plus grand nombre dans le marché du travail et sont arrivées aussi avec des expertises, des qualifications supérieures à celles des générations antérieures de leur mère et de leur grand-mère. Donc, le contexte de la relance doit nécessairement tourner autour de l'inclusion de tous ces gens, les jeunes en particulier, les femmes évidemment aussi, et tous les autres qui ont pu perdre leurs emplois au cours des dernières semaines et des derniers mois. Avec les mesures donc, de subvention salariale, on sait, sont déjà plus solidement en appui aux femmes. Même chose pour la prestation canadienne d'urgence. Il y a plus de femmes qui peuvent l'utiliser pour pouvoir passer à travers de la crise. Je pense que l'aide aux entreprises en démarrage va aussi être légèrement plus en appui à la participation des femmes. Avec les provinces, on discute aussi. Au Québec, c'est un enjeu peut-être un peu moins sensible, mais quand même important pour les milieux de garde privés, par exemple, pour essayer de maintenir le tissu des milieux de garde pour que les parents et les femmes en particulier puissent retourner travailler avec le redémarrage de l'économie. Sans service de garde, c'est très difficile pour les parents d'aller travailler. Et on sait que dans certaines provinces et un petit peu aussi au Québec, le milieu des services de garde a été fragilisé par la crise. Donc, tout ça, plus à nouveau des mesures ciblées dans le domaine des arts et de la culture, dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine du tourisme, où il y a une participation importante des femmes. Tout ça devrait aider à faire en sorte qu'à terme, tous et toutes puissent sortir de cette crise-là plus forts et plus unis. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une question ici concernant la subvention salariale d'urgence. Il y a eu une consultation qui a été tenue par le ministère des Finances. La FCEI a envoyé un mémoire avec certaines de nos recommandations et une question en lien, au fond, avec le prolongement qu'on a ici là, à quelques reprises posé de différentes manières, mais au fond, les gens aimeraient savoir si vous pouvez donner une réponse à savoir à quel moment seraient annoncés les nouveaux critères d'admissibilité pour les prochaines périodes de la subvention salariale d'urgence, si changement de critères il y aura. Merci. Sur la question de la subvention salariale d'urgence, il y a deux choses qu'on a entendues et deux choses que M. Morneau m'a lui-même résumées. La première, c'est on entend beaucoup les effets que l'on souhaiterait corriger des effets qu'on appelle discrets là, en économie, des effets de saut. Quand on parle de 30% de perte de revenus à 29%, bien, on perd la subvention salariale d'urgence. Donc, il y a des effets de précipice, c'est un autre terme qu'on utilise, là, des effets discrets qui étaient peut-être adéquats au début parce que ça a été mis en place rapidement, mais qu'on entend là,
que certains aimeraient vouloir aménager un petit peu pour rendre cette aide-là un peu moins discrète, un peu plus continue en fonction des circonstances économiques des entreprises. La deuxième chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est d'avoir une subvention salariale qui soit davantage adaptée au contexte micro. Là, il y a des entreprises qui n'ont peut-être pas perdu vraiment de chiffre d'affaires, mais qui aimeraient, parce que leur marché s'est ouvert, dans le domaine numérique, par exemple, ou ailleurs, qui aimeraient pouvoir engager des travailleurs, mais le faire avec un appui en matière de subvention salariale qui les inciterait à non seulement engager de nouveaux travailleurs, mais aussi peut-être d'avoir un peu d'aide pour les former, s'ils ont besoin d'être formés pour un nouvel environnement de travail. Alors ça, ce sont des choses qu'on entend. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on entend. M. Morneau travaille très fort pour essayer de réunir tous ces inputs et d'annoncer le plus rapidement possible les prochains paramètres de la subvention salariale. Et ça se fait aussi dans le contexte, comme on disait, d'un prolongement éventuel après le 29 août prochain de ce programme de subvention salariale qui, à nouveau, aide au Québec, je dirais, pas loin de 600 000 travailleurs à toutes les semaines, vont payer 75 de leur salaire. Je disais, je me suis trouvé, c'est autour de 700 000 travailleurs au Québec là, dont une bonne partie des salaires sont couverts par la subvention. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur le ministre. Je vais laisser mon collègue Gopinath poser la prochaine question. Merci beaucoup. Poursuivons avec une question de Yvon Sauvageau. Il dit, est-ce que le gouvernement fédéral travaille sur un programme d'aide pour l'achat de nouveaux équipements de production? Il semble acheter, lui, son matériel à l'étranger. Donc, il dit le taux de change rend l'acquisition de ces nouvelles technologies très difficile et ainsi nous rend moins compétitifs. Bien, effectivement, merci Yvon pour la question. Effectivement, pour les entreprises les entrepreneurs qui nous écoutent, Gopinath et Jasmine, il y a un souhait de relancer l'économie en investissant dans des nouveaux travailleurs et dans des nouveaux équipements, entre autres parce que le marché intérieur et extérieur va avoir été transformé par la pandémie. Il y a des opportunités de développement des affaires qui sont en train de se présenter. Et pour ça, bien, ça prend, dans beaucoup de cas, des investissements dans des nouveaux équipements de production, des investissements aussi dans la mise en marché, dans l'accès et le développement de nouvelles opportunités de transiger et de vendre nos produits et nos services. Donc, j'en entends là, des petites entreprises et des plus grosses entreprises, au Québec en particulier, un souci et une envie d'aller vers l'avant. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire avec fiabilité et avec clarté quel programme existe déjà. Tout ceci étant dit, à nouveau, je vais demander à mon équipe qui écoute attentivement de recenser avec l'aide de mes collègues ce qui existe déjà, mais je retiens aussi de votre part que dans ce contexte de relance, là, le gouvernement canadien, avec d'autres gouvernements à l'échelle du pays, aurait intérêt à appuyer ces investissements dans du nouveau capital de production et donc dans des nouvelles capacités de production. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et on va poser ici une dernière question sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, vous l'avez mentionné plus tôt durant le webinaire, la deuxième vague d'applications va commencer ce vendredi. On avait parlé d'une troisième vague pour les entreprises qui utilisent notamment un compte bancaire personnel. Est-ce que vous avez une idée du moment où serait annoncée, encore une fois, là, cette troisième vague d'applications pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes? Merci, Jasmin. Donc, vous avez bien résumé. 3 vagues. La première, c'est la vague des 670 000 petites entreprises qui ont déjà reçu
le prêt d'urgence. La deuxième, effectivement, elle commence demain. La troisième, ma collègue, Mme Mary Ng, qui est responsable du dossier, confirmait à nouveau hier à la Chambre des communes que ça avançait. Pour être très transparent pour ceux qui se demandent pourquoi ça prend autant de temps pour la question des comptes de banque personnels, c'est qu'évidemment, des considérations d'intégrité dans ce genre de programme, comme dans tous les programmes qu'un gouvernement responsable met en place. Alors, il faut s'assurer qu'avec la participation des institutions financières, que l'aide du gouvernement fédéral pour octroyer ces prêts d'urgence qui viennent, comme vous le savez, avec une subvention qui peut aller jusqu'à 25 % à la fin du prêt d'urgence. Donc, s'assurer que cette aide soit livrée à de vraies entreprises, des entreprises qui non seulement qui existent, mais qui peuvent faire la démonstration que l'argent est utilisé correctement. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, mais je crois entendre, et je suis sûr que c'est vrai de ma collègue, que ça s'en vient prochainement. Et donc, j'ai hâte que plus d'entrepreneurs puissent en profiter. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Et puis, je tiens, à mon nom personnel, au nom de mes collègues et au nom des membres de la FCI, je tiens à vous remercier de votre participation aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps à répondre à toutes les questions qu'on a eu le temps de poser aujourd'hui. Également, on reconnaît que le travail que vous accomplissez depuis quelques mois est difficile. Mettre en place des programmes d'aide comme ceux-là aussi rapidement est une lourde tâche et on vous remercie, on vous félicite pour le travail. Et ce qu'on dit, nous, c'est que bien que ces programmes-là méritent des améliorations lorsqu'ils sont annoncés et mis en place, on reconnaît le travail incroyable que vous faites. Et donc, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer aujourd'hui un peu plus le travail que vous faites pour aider les PME partout au pays. Je tiens à remercier également mon collègue Gopinath qui m'a accompagné durant le webinaire aujourd'hui, qui a fait le lien entre nous et votre équipe. Merci pour votre disponibilité encore une fois. Et pour les gens qui sont sur le webinaire et qui nous écoutent, vous allez recevoir l'enregistrement de notre conversation avec le ministre Duclos aujourd'hui. Et vous pourrez nous faire part de vos commentaires et nous faire suivre avec des questions supplémentaires si nous n'avons pas eu le temps d'y répondre durant la séance aujourd'hui. Et le mot de la fin, Monsieur le ministre, j'aimerais vous le laisser. Peut-être s'il y a certaines choses que vous voudriez dire à nos membres avant la fin du webinaire. Bien, deux choses très rapidement, Jasmin. La première, c'est que j'ai tenté de répondre avec le plus de clarté possible à vos très bonnes questions. Mon équipe était à l'écoute et va s'assurer d'apporter des précisions dans quelques cas là où j'ai été insuffisamment clair. Et je sais que mon équipe va pouvoir compter sur votre collaboration, Jasmin, pour le faire. La deuxième chose, c'est de vous remercier. Vous aussi, vous avez travaillé dans un environnement extraordinairement difficile au cours des dernières semaines. La FCEI et les membres de la FCEI, là, vous avez pu traverser jusqu'à maintenant cette crise de la meilleure manière possible en travaillant ensemble et en s'appuyant les uns les autres. Donc, je voulais vous féliciter pour ce que vous faites. C'est super important, non seulement pour vous comme entrepreneur, mais surtout, pas surtout, mais aussi beaucoup pour ce que j'appelais tantôt être le tissu social. C'est vous engagez des gens, vous payez des salaires, vous faites vivre des familles, vous faites vivre des communautés. Donc, vous avez un rôle social extraordinairement précieux. Je sais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours tout le monde qui le reconnaît, mais moi, je veux vous dire qu'on en est conscient et qu'on vous en est très reconnaissant. Écoutez, bien, encore une fois, Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour votre participation ce matin.
Je remercie également tous ceux et celles qui ont été sur le webinaire aujourd'hui, ainsi que les membres de notre équipe. Et je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée.